Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être là. Ça y est, on peut commencer notre séance. Alors nous sommes avec Cécile Vincent-Cassi, très honorée et heureuse d'accueillir Patricia Zalamea. Patricia est professeure d'histoire de l'art à l'Universidad de los Andes à Bogota, en Colombie, où elle a été doyenne de l'École des Arts et des Lettres entre 2015 et 2021. Outre le développement du premier programme de licence en histoire de l'art en Colombie, en 2010, elle est l'une des fondatrices et membre du conseil d'administration de la section colombienne du Comité international d'histoire de l'art. Elle est actuellement rédactrice en chef de la revue H-Art, Revista de Historia, Teoría y Crítica de Arte, et l'une des coordinatrices du projet financé par le Getty, The Amazon Basin as Connecting Borderland. Ces domaines d'études comprennent l'art colonial latino-américain, l'art de la Renaissance mondiale, l'héritage culturel en Colombie, la réception des classiques dans un contexte colonial, et l'histoire de l'imprimé et le portrait. Vous savez peut-être que dans le recensement des peintures ibériques que nous menons en ce moment, Musée du Louvre, Cergy Université, INHA, nous croisons donc dans ce recensement qui couvre les collections territoriales, les collections publiques françaises, musées, monuments historiques. Nous croisons régulièrement des peintures issues d'un contexte latino-américain, souvent d'ailleurs avec une attribution espagnole, et donc qui nous pose plein de questions et qui nous fait mesurer tout le travail qui reste à mener en France sur la question de la peinture héritée donc, de ce monde culturel. Et pour nous, c'est important d'avoir dans ce séminaire des contrepoints qui nous paraissent indispensables pour vraiment mieux comprendre aussi cette culture, les contextes de création, les contextes d'échanges culturels, d'échanges historiques, économiques, artistiques, etc. Donc pour nous, c'est vraiment très important que Patricia puisse venir nous parler aujourd'hui de Nouvelle-Grenade, donc de l'ancien territoire de Colombie. Je vais tout de suite lui passer la parole donc pour une conférence sur la peinture murale de Nouvelle-Grenade, Le monde dans une pièce. Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup, Charlotte. Vous m'entendez bien maintenant? Oui. Bon, alors, je voudrais à nouveau commencer par vous remercier tous les deux, aussi Cécile pour l'invitation, bien sûr Cergy Paris Université, où je suis pendant ce mois. Donc, merci encore. Je suis ravie d'être ici avec vous, avec des amis, beaucoup de Colombiens aussi que je vois aujourd'hui ici, pour parler sur la peinture murale de la Nouvelle-Grenade. Le monde dans une pièce. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire avec ça. Mais en tout cas, je vous dis que c'est un sujet qui, même en Colombie, il y a beaucoup de travail encore à faire. Peut-être parce que quand on étudie l'Amérique latine de la période coloniale, normalement, on connaît beaucoup sur le Mexique ou bien le Pérou, mais pas cette zone ici. Donc, merci encore, Cécile, tu m'as donné l'idée de parler de ça aujourd'hui, même si c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé beaucoup et bon, je vous raconterai un peu plus de ça. Donc aujourd'hui, je voudrais présenter une vue d'ensemble de la peinture murale de la période coloniale, dans ce qui est en fait la partie centrale de la Colombie. Pardonnez-moi. Quelque chose. Une petite minute. L'autre nom, c'était le nouveau royaume de Granada. En fait, je disais, c'est une partie de la Colombie, c'est pas toute la Colombie, c'est vraiment la partie centrale. En tout cas, comme je disais avant, la peinture murale était une des premières formes d'ornementation dans les nouveaux royaumes espagnols d'Amérique, en général. Elle était moins coûteuse que d'autres supports. En fait, c'est la peinture directement sur le plâtre. On va voir, c'est pas le fresque qui a des petits problèmes. Elle a servi au début du XVIe siècle à représenter des histoires bibliques afin d'évangéliser à l'intérieur des églises nouvellement construites. Plus tard, cependant, nous verrons que la population indigène, déjà convertie, est devenue la patronne même de ces images. Je retracerai l'évolution de la peinture murale au fil des siècles, tout en me concentrant sur une étude de cas spécifique dans la ville de Tunja,
qui révèle une compréhension sophistiquée des sources visuelles européennes, à savoir les estampes, qui ont été remodelées dans un nouveau cadre et contexte local. Je mettrai également l'accent sur le fait que les estampes étaient des sources d'inspiration pour des créations nouvelles et imaginatives, et non de simples copies, comme on l'a souvent compris dans le passé. Bon. Située dans la vice-royauté du Pérou et faisant aujourd'hui partie de l'actuelle Colombie, cette région montagneuse des Andes se caractérise par son altitude. De nombreuses villes et villages se trouvent à plus de 2500 mètres, habités à l'origine, bien sûr, par différentes communautés indigènes locales, souvent connues sous le nom des Muiscas. La région, convoitée par ses riches ressources en émeraudes et en sel, a été exploitée par les premiers colons espagnols, situant ces hommes et leurs familles dans les principales sphères du pouvoir impérial espagnol local. Donc après, on pourra en discuter ces noms. Pourquoi parler d'eux comme espagnols dans ce empire globalisé. Donc, comme vous voyez ici, la vice-royauté du Pérou était très large, c'était presque tout le continent de ce qui est maintenant la Amérique du Sud. Et donc, on devait diviser le territoire avec des postes administratifs. Donc, Tunja, ça serait ici pas loin de Bogota, qui est la capitale actuellement de la Colombie. Et la capitale de toute la vice-royauté, c'était Lima à ce moment-là. Donc, c'était difficile de gérer, en fait. Connue sous le nom de deux départements modernes de la Colombie, Cundinamarca et Boyacá, cette région est également considérée comme riche en ressources naturelles et en patrimoine culturel, tant préhispanique que colonial. Bien que moins connue que ses homologues du Mexique ou du Pérou, cette région a préservé une quantité remarquable d'art colonial, notamment des peintures murales dont la conservation n'est pas toujours aisée. C'est ici que l'on peut se faire une idée plus précise du territoire où les hauts plateaux, où se situent les villes et les villages, que vous voyez ici, alternent avec les montagnes. Mais en fait, la première carte de la région, qui date de 1584, illustre la situation du territoire à l'époque. Elle a été réalisée par Diego de Torres, également connu sous le nom du cacique, ça veut dire chef, de Turmeque, qui est un des lieux qui dépendait de Tunja. Fils d'un conquistador, ou conquéreur espagnol, et de la sœur du chef de Turmeque, Diego de Torres est né à la ville espagnole de Tunja, dans la Nouvelle-Granade, en 1549, et est mort à Madrid en 1590. Torres est connu pour son mémorial d'agravios, c'est-à-dire des plaintes envoyées au roi Felipe II concernant le traitement de la population indigène muisca par les Espagnols, en particulier par son propre demi-frère qui était l'encomendero espagnol, c'est-à-dire le détenteur de la encomienda de la région. Le terme encomienda, comme vous savez sûrement, a des racines communes avec le terme confier et se réfère à la terre et à la population indigène exploitée pour la travailler, tout en supervisant leur évangélisation chrétienne. Classé comme pueblo de indios, ça veut dire littéralement village d'Indiens, selon l'organisation territoriale de la couronne espagnole, Turmeque dépendait de la juridiction de Tunja. Éduqué à Tunja au couvent dominicain, Diego de Torres a reçu une éducation humaniste standard et était bien versé dans la grammaire, la religion et le droit. Il est également connu pour avoir produit les premières cartes de cette région du nouveau royaume de Granade. Dans ses plaintes, Diego de Torres a utilisé la perspective aérienne comme un outil rhétorique reflétant l'éducation européenne d'un groupe particulier, les fils des conquistadores espagnols et des princesses muiscas au début de la période coloniale, où les identités étaient constamment
en mouvement et à la croisée des chemins. Rendue avec une précision topographique remarquable, l'image montre les montagnes à l'est, c'est-à-dire en haut, et des lacs sacrés à travers l'espace. En même temps, il a signalé de petits villages des indigènes, les pueblos de indios, avec des croix et leurs noms. Actuellement, ces villages sont les villages modernes de la région. À l'origine, ils ont été créés par les Espagnols comme pueblos de indios. Comme je disais avant, c'était une manière d'organiser le territoire et de créer des espaces urbains artificiels pour les communautés indigènes qui n'habitaient pas de cette façon. Donc, aujourd'hui, comme je disais, même pour beaucoup des Colombiens, ce n'est pas tellement évident qu'il y a cette histoire derrière tous les villages, en fait. Ils sont tous été créés comme ça. Les inscriptions que vous voyez dans plusieurs endroits de ce plan, en fait, elles dénoncent le traitement réservé aux Indiens, aux Indios par les Espagnols. C'est une dénonce et l'image sert à ça. Cela est significatif car, comme nous le verrons, les questions d'identité se trouvent au cœur des peintures murales produites dans la région. La capitale de la région de Boyacá est Tunja, qui est, en fait, je vais dire ça, mais vous voyez ici, il y a en fait, ce qui semble une église beaucoup plus grande que les autres, c'est Tunja. Et tous les autres petits croix autour de elle, c'est parce qu'elle dépend de Tunja. Donc c'est la capitale de ce qui est maintenant la région de Boyacá. Située aussi dans les Andes colombiennes à 2600 mètres d'altitude, Tunja a été fondée en 1539 à proximité du site de Hunza, une colonie indigène muisca. Sur le modèle espagnol, des églises et des couvents ont été construits à la même époque, tandis que les maisons privées étaient décorées de peintures et d'ornements architecturaux classiques, dont l'origine remonte à des dessins tirés de livres de modèles italiens, espagnols et des manuels d'architecture de, par exemple, Sebastiano Serlio, Jacopo Vignola et Juan de Arfe y Villafañe. Les premières traces de peinture murale se trouvent sous forme de fragments à l'intérieur de différentes églises. Comme on peut le voir dans l'église dominicaine, des peintures en grisaille couvraient initialement les murs au XVIe siècle. Elles ont souvent été recouvertes lors d'une phase ultérieure de la décoration avec des sculptures et de reliefs dorés plus chers, comme vous voyez ici. Vous voyez, c'est assez fragmenté. Je fais noter ici simplement ces restes en grisaille. En fait, c'est un jugement, un dernier jugement. Ici, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est, mais vous voyez, c'est très, très fragmenté parce que ultérieurement, on a recouvert ça et il n'y a pas beaucoup qui ont survécu dans le temps. Cependant, la peinture murale a continué à être produite au cours de siècles, comme l'attestent différents sites, où les couleurs et les motifs correspondent à une période plus tardive, au XVIIIe siècle. Je vous montre ici le chœur de l'église du couvent de Sainte-Claire. Un autre angle montre différentes couches de peinture murale, aussi en grisaille, qui imitent des motifs architecturaux. Et vous voyez que c'est pas la même, nécessairement, c'est pas tout fait au même temps. Il y a plusieurs couches qui correspondent à différents moments. En s'éloignant de Tunja vers les pueblos de indios qu'on voyait avant dans le plan, la population indigène, comme on l'a vu précédemment, a été séparée et organisée dans un mode de vie urbain, dont il y avait des petites églises à nef unique qu'on appelait les iglesias doctrineras, où on faisait la doctrine, l'évangélisation, reflétant l'objectif initial de ces villes, évangéliser et convertir la population locale. Donc c'est l'entrée d'une petite église de Chivata, qui est juste dehors de Tunja. À l'intérieur, on trouve une série de fragments à grande échelle, de scènes facilement reconnaissables, telles que l'Annonciation, que vous voyez ici, en même temps qu'on voit les auteurs ici, qui sont d'une période postérieure.
postérieure. Et vous voyez que en fait, les personnes continuent à utiliser ça avec beaucoup de ferveur religieuse. Voici un peu plus proche, vous voyez tout le détail de l'Annonciation, mais aussi des ornements autour de elle. De l'autre côté de la nef, on aperçoit un fragment d'une scène de jugement dernier. Les gros plans montrent deux moments différents des cycles muraux. Un jugement dernier narratif surmonté d'un motif décoratif architectural. Sur la base de leur style perspectif et de leur couleur, ces peintures peuvent être datées au XVIIe siècle. Dans d'autres petites églises rurales comme Oikata, mais aussi Santa Barbara à Tunja, qui est en fait une église destinée à un public indigène selon la division de la ville de ses habitants. En fait, les grandes villes espagnoles comme Tunja avaient, soi-disant, la moitié de la ville, c'était pour les Espagnols, l'autre moitié, c'était pour les habitants indigènes. Et l'église de Santa Barbara était dédiée à ce public. Ici, on trouve dans tous les deux cas, un style associé à des fleurs et des motifs qui couvrent les plafonds ou renforcent les dessins. De même, le couvent franciscain de Mongui, qui a été récemment transformé en musée. Je vous montre ici la cour intérieure. Ce couvent possède également des décorations murales dans son entrée, que vous voyez ici, ou même dans son réfectoire, où une scène de purgatoire, vous voyez à droite, est représentée au-dessous de la porte. Comme vous pouvez le constater, les motifs sont variés et s'ajoutent continuellement au fil du temps. Permettez-moi d'évoquer deux cas de villes indigènes dotées d'églises doctrinaires. Cette église qu'on a vue avec une nef unique. En premier lieu, il y a Sutatausa, une petite ville, qui possède l'un des meilleurs cycles de peinture murale conservés à l'intérieur de l'église. Initialement supervisée par les franciscains, l'église a été restaurée en 1994. Ce mural moderne que vous voyez ici met en valeur le paysage spécifique de cette région, ainsi que son église et une célèbre peinture qui existe à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est une représentation des personnes. Mais ici, il y a une peinture dans la peinture. En fait, c'est cette figure ici qu'on va voir dans un petit moment. Ici, vous pouvez voir l'église de loin. Elle a conservé sa grande place extérieure qui était utilisée pour les processions et les représentations théâtrales. Je disais avant, c'était un site franciscain et les images à l'intérieur représentent la passion de Christ. Basée sur des gravures de l'artiste flamand Martin de Vos, elle-même inspirée de l'allemand Dürer, les scènes intérieures sont encadrées par des arts classiques qui confèrent à l'ensemble une organisation spatiale particulière. Je suis là avec mes étudiants, en fait, vous voyez, pour vous donner un peu l'idée de ce qu'on fait. Je vous montre ici le côté droit de la nef, ainsi que quelques détails qui nous permettent de nous faire une idée de l'état des peintures et de certaines transformations architecturales au fil du temps, comme par exemple l'ouverture de fenêtres. Donc ça, c'est le côté droit. Sur le côté gauche, un grand jugement dernier est peint avec un détail intéressant. Vous voyez ici, il porte une inscription avec les noms des caciques, c'est-à-dire les chefs indigènes qui ont commandé l'œuvre, dont le portrait de l'un est ici entre eux. Et l'inscription en fait donne ces noms, pas le nom de l'artiste, mais le nom de qui a demandé, fait cette demande. Donc, au long de cette nef, mais plus près de l'autel, se trouve la célèbre image de la cacique, la femme cacique, ou bien chef, ou bien très, très visible, comme on la voit ici. Les vêtements détaillés, je vais vous faire voir
ici en détail, sont particulièrement frappants, même si l'on peut se demander dans quelle mesure il s'agit d'une interprétation des restaurateurs. On pourrait en parler de ça après, si vous voulez. Il convient toutefois de noter que cette œuvre appartient à une phase ultérieure, tout comme le jugement dernier, qui aurait recouvert les scènes de la Passion de Christ. Donc en fait, on voit deux moments différents. Et vous le voyez ici très bien pour la manière dont elle arrive à interrompre l'architecture et même les scènes qui étaient là. Toujours dans l'arc toral, on trouve des images des autres donateurs indigènes. Et je fais la comparaison avec l'image qu'on avait vue avant. Dans cette dernière image que je vous montre, on voit aussi un vase ici indigène avec des dessins qui sont caractéristiques, même des vases préhispaniques, qui est inséré au milieu de la scène qui correspond à la fin du jugement dernier. C'est peut-être ici le meilleur exemple pour trouver des représentations de l'action des donateurs indigènes, donc une vraie présence indigène déjà christianisée. Dans le cas de Turmeque, une autre ville indigène, celle dont Diego de Torres était originaire, si vous vous rappelez, ici, les murs peints ont été redécouverts il y a 20 ans. Vous voyez ici l'intérieur de la nef et l'extérieur, qui en fait est un édifice néo-gothique du XXe siècle. À ce moment-là, en 1920-1930, on a recouvert l'église à l'intérieur et on a complètement refait l'extérieur. En tout cas, quand on entre du côté droit, on trouve plusieurs scènes. Ici, vous voyez en détail, par exemple, Adam et Ève à droite, ainsi que des scènes comme le sacrifice d'Isaac, que vous voyez à gauche. Ces détails ici font voir l'état fragmentaire actuel, ainsi que l'état original des peintures avant la restauration. Ici, on retrouve encore sur le mur gauche un jugement dernier, comme à Saint-Domingue, en Tunja et Sutatausa. Il n'y a pas beaucoup de cas comme ça, donc c'est intéressant de le retrouver quelquefois dans ces églises. En général, les images de la nef sont plutôt linéaires, mais dans le baptistère, on retrouve Saint Jean-Baptiste dans un paysage entouré des frises à l'antica, c'est-à-dire la décoration avec des ornements qui vous devrez vous rappeler des ornements qu'on trouve dans plusieurs médias dans la Renaissance, et toujours en grisaille. Peut-être c'est aussi un premier moment de la peinture dans cette église. Donc, dans l'ensemble, vous avez vu qu'on a une grande variété de styles et d'ateliers. On ne sait pas très bien qui ils étaient, on n'a pas des documents. Et aussi, on voit qu'il y a plusieurs couches qui marquent la continuation des programmes de ces peintures murales. Bon, pour la deuxième partie, aujourd'hui, on retourne donc à Tunja pour voir un cas très spécifique. Une série de peintures murales uniques date de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe, qui se trouvent encore dans des maisons privées de la ville de Tunja et qui ont été redécouvertes et restaurées dans les années 50 au XXe siècle. Situés à proximité les uns des autres au cœur de la ville coloniale, comme le montre cette carte simplifiée de 1623, en fait, c'est basé sur une carte qui existe de ce moment-là. J'ai mis ici, dans le plan, j'ai situé les 3 cycles que vous voyez sont organisés autour de la grande place au centre, qui était la place qu'on voyait dans la diapositive précédente. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a 3 cycles qui ont survécu et sont clairement liés par leur disposition et leur iconographie, comme on le verra. L'imagerie est organisée autour d'un modèle dérivé de décoration maniériste à l'antica. Dans chacun, on verra qu'il y a des monogrammes religieux au centre qui suivent une disposition géométrique, tandis que les représentations de la flore, la faune et de l'héraldique et motifs grotesques peuplent
les côtés. Donc il y a le même style. Évidemment, ils étaient en train de se voir les uns avec les autres. Je commence par la maison du fondateur, qui est la maison qui est juste ici, à côté de la cathédrale, qui appartenait à la famille du fondateur espagnol de la ville, Gonzalo Suárez Rendón, et qui se trouve sur la place principale, à côté de la cathédrale. Si on entre, vous voyez que les espaces intérieurs ainsi que les portes sont très du style sévillien, espagnol. Et ici, vous pouvez voir quelques restes de peinture murale. On voit qu'il y avait des frises aussi, un peu en grisaille à l'antica, qui sont différentes de ce qu'on a fait après. Et vous voyez aussi la vue vers l'extérieur, vers la place principale. La peinture murale des toits de la maison du fondateur isole et encadre de la flore et de la faune à travers des arcs consécutifs dans les murs supérieurs de la pièce principale, rappelant le catalogue ordonné des bestiaires et des livres d'emblèmes. Dans ces gros plans, vous voyez un peu plus en détail comment il y a toujours les arches qui encadrent et séparent les animaux des plantes. Et peut-être vous aurez noté aussi, il y a des animaux qui ne sont pas américains, le rhinocéros est ici, et l'éléphant ici, je vais parler beaucoup plus de ça, et vous le voyez encore ici. Je pense que vous pouvez voir qu'il y a l'intervention des conservateurs aussi, pas tout est rempli ou tellement clair. Et voilà notre rhinocéros que... c'est une pièce très intéressante dont je parlais beaucoup plus maintenant. Ça, c'était la pièce principale de la maison au premier étage en France, deuxième étage en Colombie. Donc, c'est la pièce principale où on reçoit les visites, pour dire. Mais il y a aussi une pièce adjacente qui comprend des scènes de chasse et un paysage avec une lionne entouré de mammifères africains ou asiatiques tels que, à nouveau, des éléphants. Vous voyez ici, il y a un petit éléphant ici, des girafes, voilà la girafe, et des chameaux que je pense que la prochaine, on le voit un peu mieux. Voilà, c'est la lionne, l'éléphant à nouveau, la girafe et les chameaux ici. Donc on se demande qu'est-ce qu'ils font là. Donc, je vais vous dire ma thèse au-dessous de ça. Il y a un autre cycle dans une autre maison qui peut nous aider à répondre à ces questions. Donc, il y a 3 cycles, je vais parler seulement de 2. Ça, c'est le deuxième. C'est ce qui se trouve dans la maison de Juan de Vargas, qui était le membre d'une famille de notaires et de propriétaires d'une comienda, c'est-à-dire aussi la première génération d'Espagnols qui sont arrivés dans ce territoire au XVIe. Mais à différence de la maison du fondateur, vous voyez, cette maison utilise une ornementation à l'antica, du grotesque, typiquement de la Renaissance. Au centre, on retrouve, vous voyez ici, et peut-être mieux ici, on retrouve les monogrammes religieux. Dans la maison du fondateur, on ne voyait pas, parce que pour la restauration, on ne voit pas vraiment les monogrammes. Mais ici, on voit, et là, on vous voyez qu'il y avait les formes rondes où ils étaient originellement. Donc, vous voyez les monogrammes. Ici, je montre le côté de la rue. On trouve l'héraldique au milieu de la famille, entouré à nouveau par des éléphants et un rhinocéros. Voici un autre angle du côté droit. Vous voyez beaucoup plus mieux les éléphants. Bon, il y a aussi des autres animaux, mais évidemment, ce sont ceux qui sont les plus visibles. Encore un autre angle. Donc, où est-ce qu'on trouve ce type d'assemblage artificiel d'animaux? C'était quelque chose de courant au bestiaire, fournissant souvent un catalogue visuel qui isole les animaux de leur environnement, comme on l'a vu dans la maison du fondateur. Ici, c'est un peu différent. Un exemple de ces bestiaires est en fait la source pour quelques-unes de ces images. De Varia conmesuración para la escultura y arquitectura de Juan de Arce Villafañe est l'un de ses livres, un manuel illustré sur les proportions qui fait référence aux études de durée
Dürer sur ce sujet. Notre rhinocéros, comme vous le voyez, est donc le descendant de Dürer, en passant par les images du livre de l'orfèvre Orfei Villafañe, qui était en fait un orfèvre. Rappelons que le rhinocéros de Dürer s'inspire d'un voyageur du monde qui s'est rendu de Goa au Portugal pour se noyer dans la Méditerranée, mais qu'il est devenu une image sur papier qui s'est rendue jusqu'à Tunja. Si vous ne connaissez pas l'histoire, on peut aussi en parler à la fin, mais c'est vraiment un voyage global. Le rhinocéros original venait de Goa jusqu'à Portugal et après, en papier, il est devenu très très célèbre, comme on le sait. Bon, d'autre part, les éléphants s'inspirent d'une série de chasses de Giovanni Stradano, initialement basée sur des dessins de tapisserie de l'artiste flamande Giovanni Stradano, et son nom italien, mais en fait il était d'origine flamande, mais travaillait pour la famille Médicis et publiait ses inventions comme gravures en envers à partir de 1580 plus ou moins. Donc l'éléphant de la maison du fondateur qu'on retrouve ici, vous voyez, en fait il est aussi inspiré par cette gravure. C'est le même geste, mais simplifié un peu son corps. Un petit mot sur la série de chasses des Venationes, Ferarum Avium Piscium de Stradano, qui cite explicitement Plinio dans certains des textes qui l'accompagnent. Stradano présente une variété de techniques de chasse recueillies dans différents récits de voyage à travers le monde. De la plongée dans les perles aux Caraïbes à la chasse aux crocodiles en Égypte, en passant par des scènes où des Américains attrapent des poissons à l'aide de pélicans. Une technique chinoise à l'origine. Donc, c'est donc une version mondiale de la chasse, entendue comme une technique culturelle qui varie de pays en pays, ou dépendant de dans quelle partie du monde on est. En plus, il est intéressant de noter que l'arrière-plan végétal exubérant du rhinocéros de la maison de Juan de Vargas reproduit la végétation du côté gauche de l'estampe de Stradano, qu'on avait vu était la source pour la scène de l'éléphant, ce qui dénote les multiples possibilités de démonter les images et de les recomposer dans de nouveaux contextes. Mais pourquoi alors inclure des espèces étrangères telles que les éléphants et les rhinocéros dans ces espaces? Cette question permanente à la fois a fasciné et rendu perplexe des générations d'historiens de l'art et d'interprètes. Deux approches ont dominé. D'une part, les chercheurs ont recherché des sources imprimées, un peu comme on fait maintenant. D'autre part, les chercheurs ont développé des lectures iconographiques qui soulignent les associations symboliques de ces images. Par exemple, les éléphants et les rhinocéros de la maison de Vargas ont été associés à de valeurs morales telles que la chasteté et la sagesse, représentées en fait par la déesse gréco-romaine, Diane, qui est placée en face du rhinocéros. Et ces relations morales peuvent être attribuées à une longue tradition de bestiaire, à leur connotation symbolique. Mais je dis toujours, je pense qu'on ne devrait pas rester là. Mais en tout cas, cette image nous fait voir qu'il y a de l'autre côté, deux fronts aux éléphants, à l'héraldique et aux rhinocéros, il y a des images des dieux gréco-romains. Il n'y a pas seulement Diane, il y a Minerve et aussi Jupiter. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'il y a vraiment une combinaison très particulière de matériaux imprimés. Vous pouvez voir ici que les peintures comprennent des sources qui peuvent être retracées dans une série gravée de dieux gréco-romains par Léonard Thierry et René Boivin de l'école de Fontainebleau. Donc, on a même des gravures de Fontainebleau qui ont circulé dans ces contextes. Comme nous le verrons, l'utilisation de telles sources imprimées témoigne de l'importance de Tunja en tant que site d'épanouissement de la culture humaniste et reflète une consommation sophistiquée par les cercles humanistes locaux qui étaient en train de se refaire et de refondre leur nouvelle ville en tant que partie d'un empire espagnol global. Une petite remarque sur les pratiques de la gravure en général. La pratique de l'estampe à Fontainebleau était particulièrement expérimentale.
Les estampes comme celle-ci étaient basées sur les cadres de la galerie Fontainebleau, considérées comme des inventions en soi. Pourtant, les compositions en leur centre n'étaient pas nécessairement liées aux images de la galerie, une approche qualifiée par Rebecca Zorak comme une esthétique recombinante et qu'on pourrait étendre à d'autres cas, en particulier celui de Tungha. L'approche iconographique qui a prédominé dans l'interprétation de cette imagerie n'exclut pas, mais complète la perspective que je propose, à savoir les façons dont ces représentations peuvent être lues dans un contexte culturel lorsque les identités politiques sont prises en compte. L'identité des habitants de ces espaces est essentielle pour comprendre comment et pourquoi les dieux gréco-romains affrontaient ces animaux et pourquoi ces animaux étaient exposés. Tout d'abord, les sources imprimées des peintures de Tungha montrent clairement que les mécènes et les spectateurs avaient accès à des livres récemment publiés sur des sujets variés. Un inventaire de 1664 de la bibliothèque du fils de Juan de Vargas illustre le type de bibliothèque établi par les humanistes locaux au début de la période coloniale. Sur les 1000 livres répertoriés, les thèmes de la poésie et de la philosophie se distinguent, avec des textes d'auteurs classiques tels que Aristote, Cicéron, Horace, Martial, Ovide, Pline, Plutarque et Virgile, dont plusieurs sont commentés ou moralisés sur le site. Bien qu'ils aient passé la majeure partie de leur vie à Tungha, ces hommes sont nés en Espagne et ont continué à vivre dans un cadre espagnol recréé. Leur lien le plus direct avec l'ancien monde dépendait principalement des livres qui devenaient la source de nouvelles inventions. Cette riche variation dans la présentation ainsi que l'association d'animaux, des citations et la répétition de motifs dans les différentes maisons semblent refléter des modes d'exposition intentionnels et bien pensés. D'une certaine manière, ces peintures murales semblent se concurrencer ou se répondre, tout en réaffirmant des intérêts et des objectifs communs. L'insistance sur la variété de la faune et de la flore avec des fruits locaux, je n'ai pas parlé de ça, mais il y a beaucoup de fruits locaux, et leur disposition le long des murs et des plafonds souligne l'abondance. Dans cette image, je retrace les différentes sources imprimées et leurs combinaisons dans cet espace particulier, mais je montre également comment certains motifs sont répétés dans des autres maisons peintes de Tungha, notamment les éléphants et les rhinocéros. L'insistance sur ces variétés, je trouve que c'est plutôt qu'une forme d'identification à d'autres terres exotiques, entre guillemets, comme on l'a parfois proposé. J'affirme que l'inclusion de mammifères à grande échelle dans ces espaces fait le contraire. Elle permet à leurs propriétaires de se présenter comme faisant partie d'un empire ibérique global. Ce faisant, il crée un nouveau centre à partir duquel d'autres parties de l'empire ibérique mondial pouvaient être rassemblées et exposées. La façon dont le rhinocéros, le cheval et les éléphants, animaux associés à l'empire et à la noblesse, entourent les armoiries de la maison de Juan de Vargas renforce ce point de vue. En particulier, le mode d'exposition du site dans la maison de Juan de Vargas rappelle visuellement un Wunderkammer, ou un cabinet de curiosité, ce qui peut être lu comme une stratégie de représentation aux accents impériaux, servant à réaffirmer le statut social et politique des propriétaires de ces espaces. En effet, la collection d'espèces ne se produisait pas seulement physiquement dans les cabinets de curiosité au début de la période moderne, mais elle était également illustrée dans des représentations imprimées de ce même espace, comme par exemple le Théâtre de la Nature de Francesco Imperato, la plus ancienne image d'un cabinet de curiosité. En traduisant picturalement leur collection de papier sur les surfaces murales, ces propriétaires prétendent à une vision du monde où se mêlent histoire naturelle et iconographie impériale. Cette approche contraste avec la manière dont la flore et la faune des Indes occidentales et orientales ont commencé à être incluses dans les représentations artistiques liées aux grands centres européens, où des bribes de ces nouvelles réalités ont commencé à apparaître dans les bords des représentations.
Loin d'être des décorations marginales, les peintures murales de Tunja sont des représentations incontournables à grande échelle qui entourent les spectateurs et exigent de lui un engagement direct. Ainsi, je conclus que l'utilisation d'éléphants et de rhinocéros dans les maisons de Tunja peut être comprise comme des dispositifs politiques servant à mettre en scène des connexions impériales, où les propriétaires et les spectateurs de ces peintures pouvaient participer à un contexte impérial plus large. En ce sens, ces images fonctionnaient comme des arguments de pouvoir permettant à leurs propriétaires de s'installer dans un nouveau centre, d'où ils pouvaient collecter de multiples produits du monde entier. Avec cette traduction picturale, ces propriétaires prétendaient à une vision du monde dans laquelle l'histoire naturelle et l'iconographie impériale s'entremêlaient. Loin d'être alors décoration marginale, ces peintures murales de Tunja vraiment étaient également des présentations de valeurs esthétiques qui révélaient que leurs propriétaires étaient des lecteurs avertis possédant d'importantes bibliothèques et collections d'imprimés. En effet, le choix des sources imprimées dans la maison de Juan de Vargas souligne la valeur des inventions artistiques. En effet, c'est le seul espace des trois en Tunja qui comporte des citations d'œuvres et d'artistes spécifiques et renommés, de Dürer, la chasse à l'éléphant signée par Stradano et les estampes de Fontainebleau qui ont servi de source pour les images des dieux gréco-romains. Dans cette optique, ces peintures murales font référence à la fois à des objets artistiques. Le sens de ces représentations réside donc dans la manière dont elles ont été extraites de diverses sources imprimées et réassemblées dans un lieu spécifique avec une histoire locale. Si nous comprenons enfin la conjonction de ces éléments variés comme des cabinets de curiosités peints, l'association des animaux avec les dieux gréco-romains n'est pas seulement un jeu symbolique, mais prouve que l'appropriation et la traduction des images étaient une manière de rassembler et d'unir différentes parties du monde pour construire et revendiquer des identités localement situées dont la compréhension du monde était cosmopolite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patricia Zalamea pour cette relecture politique de ces décors finalement très ambitieux. C'est ce qui m'a frappé. D'abord, on voit des programmes iconographiques amples et ambitieux. J'ai plein de questions à vous poser. Alors je pose une et ensuite j'invite nos participants au séminaire à aussi prendre la parole en veillant bien à parler dans le micro. Donc je vous apporterai le micro. J'ai été à la fois surprise et peut-être un peu déçue aussi quand vous avez dit que vous ne savez rien des artistes qui ont exécuté ces décors, aussi bien les grands décors religieux que ceux-là. Et je me demandais si vous pouvez nous expliquer comment on comprend cette absence de source. Oui, alors, il y a plusieurs raisons, mais une, c'est qu'il y a des contrats, en effet, qu'on peut retrouver, mais ils ne sont pas très spécifiques. On ne sait pas très bien sur quelle chose ils s'occupent, en vrai. L'autre raison, c'est que dans cette période aux périodes initiales de la colonie, en fait, c'était beaucoup les couvents qui portaient des images et commencent à travailler avec les artistes locaux. Donc, on n'a pas vraiment des informations de ces archives-là. Donc, ça, c'est peut-être une deuxième raison. Et dans les petites églises, dans la campagne, dans ces villages, il n'y a pas vraiment des archives. Donc, et après, vous avez vu que beaucoup de ces peintures, ou bien elles sont... celles qui sont très bien conservées, c'était parce qu'elles étaient recouvertes après. Et on les a redécouvertes il y a plus ou moins 50 ans, même moins. Donc, mais les premiers exemples que je vous ai montrés dans les églises et les couvents, et on n'a pas beaucoup, c'est pas seulement l'information, on n'a pas beaucoup de la peinture qui reste parce que la mode a changé. Et après, on a un problème historiographique, et c'est que
beaucoup des historiens ont voulu attribuer ces peintures à des artistes internationaux très reconnus, comme Angelino Medoro, dont on parlait hier, qui est venu de l'Italie de la Renaissance dans tout ce territoire. Donc, à la fois, il y a ce problème-là qui est, on voudrait trouver un nom d'artiste, mais vraiment, il n'y a pas les informations. Et stylistiquement, ce n'est pas évident de pouvoir le savoir non plus. Non, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y ait pas de... Mais je ne connais pas bien, bien sûr. Ce qui me frappe, c'est qu'il n'y ait pas de source sur je sais pas, la formation des artistes, l'organisation d'ateliers, parce qu'on voit quand même, même si ce sont que des, comme vous le disiez, des vestiges de sans doute des décors beaucoup plus nombreux et importants, on voit quand même une vraie organisation avec des sources diverses. Donc c'est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas eu une organisation de différents ateliers artistiques, etc. Ou en tout cas, cette organisation n'a pas laissé d'archives, si je comprends bien. Oui, et l'organisation vraiment des ateliers, c'est une période un peu après, c'est-à-dire au 18e, on a beaucoup plus d'informations. Et toujours, c'est avec des autres médiums. C'est beaucoup plus avec la peinture à l'huile, des objets, des sculptures, mais pas la peinture murale. C'est les grands hôtels dorés qu'on a aperçus vraiment en bois doré. Voilà. Mais déjà plus tard. Très bien. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Merci beaucoup. Merci et félicitations pour cette magnifique conférence. Alors j'ai beaucoup de questions, comme d'habitude. Alors j'ai beaucoup de questions. La première question, peut-être pour rebondir sur la question que vient de poser Charlotte, elle est sur quelque chose que j'ai appris pour l'enseigner. On dit, alors beaucoup pour la peinture de Nouvelle-Espagne, qu'il y a une antériorité de la peinture murale par rapport aux autres types de peinture sur d'autres supports. Est-ce qu'on peut déduire des exemples que tu as montrés? Est-ce qu'on peut étendre en fait? Et est-ce qu'on peut étendre ce phénomène à la Nouvelle-Grenade? Et à quel point? Et à quel point finalement, parce que ça donne envie de faire une histoire de la peinture murale en unissant tous ces territoires des Amériques, des Amériques espagnoles ou ibériques. Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire ce genre de, avoir ce genre de projet? Je ne sais pas dans quelle mesure finalement c'était parce que les techniques, surtout que c'est une technique, comme tu l'as dit, qui n'est pas une peinture à fresque, c'est une peinture sur plâtre, donc c'est une peinture murale, on va dire plutôt. Donc en fait, est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser finalement les techniques qui sont déjà présentes avant la colonisation, et donc avec un type d'atelier déjà présent peut-être, voilà. Donc ça c'est la première question, j'en ai plein d'autres. Tu veux que je réponde maintenant? Ok. Oui, je pense que ça serait incroyable de pouvoir faire une étude avec toute l'Amérique, en fait, pour voir vraiment s'il y a des points communs, s'il y a des connexions plus directes, comme en fait on le trouve dans la période préhispanique. On sait qu'il y avait beaucoup d'échanges. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir pour l'instant? Je trouve que la question des estampes est très intéressante parce que les mêmes estampes pouvaient circuler dans plusieurs parties de l'Amérique et en fait elles sont la source pour plusieurs types de peintures différentes dans tout ce territoire. Donc je pense que les sources pourraient nous donner un peu un cadre pour regarder ça. Des échanges plus directs entre les ateliers, c'est difficile à moins qu'on pouvait penser peut-être à les différents ordres qui voyageaient en Amérique, et ça c'est un point qui existe en commun. Et après, les mêmes, peut-être les Espagnols qui voyageaient d'un l'un à l'autre, ça pourrait être aussi. Dans ce territoire, il n'y avait pas tellement il n'y avait pas une tradition, c'est-à-dire la peinture comme on trouve parfois en Mexique, c'est-à-dire les miniatures, pour dire ça. C'est différent, mais il y avait, et je n'ai pas montré ça, mais à Sutatausa, par exemple, il y a
c'est une région très très connue pour des peintures rupestres. En fait, qu'on trouve un peu dans plusieurs lieux qui étaient là. C'était d'une période beaucoup avant, mais quand même, ils étaient là. Donc peut-être il y a quelque chose à faire aussi en faisant la connexion entre le territoire qui existait déjà et des autres traditions, par exemple de la céramique, la peinture en céramique, comme ce qu'on voyait est intégré dans la série Asutata ça aussi. Donc, pour ça, je disais, il y a beaucoup à faire. Mais comme toi, je trouve toujours que ça serait beaucoup mieux de faire les connexions et pas penser séparément à des nations qui n'existaient pas quand même, comme on a vu. Donc. Et en termes de restauration de ces grands décors muraux, ce sont donc des restaurations qui ont eu lieu depuis... Alors, ça c'est très très compliqué. Depuis les années 50 du XXe siècle, quand on a retrouvé plusieurs des peintures, surtout les peintures des maisons, il y a eu des programmes de conservation. Mais ils sont compliqués parce que je ne vais pas parler de ça, mais vous avez vu les couleurs, spécialement ici dans la maison de Juan de Vargas. Par exemple, le rhinocéros, je pense, ici. C'est repeint. En fait, je pense que plus que conservation, ils ont peint au-dessous de ce qu'il y avait, qui n'était pas très beaucoup. Donc, parfois, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on est en train de voir. Et en fait, on reconnaît le style de l'artiste qui l'a fait. C'était un artiste, ce n'était pas un conservateur. Mais en même temps, c'est l'artiste qui a sauvé ce monument de la destruction, parce que dans les années 50, on voulait... détruire en fait. Donc c'est compliqué. Après il y a le cas qui est une image incroyable de la cacique. La cacique, oui. Bon ça, vous voyez, je trouve que ça c'est aussi très restauré. Donc c'est compliqué. Et donc la cacique, qui est incroyable, mais elle est tellement détaillée qu'on se demande aussi s'il n'y a pas beaucoup d'imagination du restaurateur. Il y a évidemment une présence indigène, comme on le voit même ici dans la dédicace, et comme on le voit dans les portraits, mais en tout cas, je ne sais pas. C'est compliqué, et en plus parce qu'il n'y a pas... ça, ce sont des restaurations... Donc, il y a une vague de restauration dans les années 50, et après... Dans les années 90, plus ou moins, il y a une deuxième vague où il y a beaucoup de ces réinterprétations, de vouloir trouver les images indigènes dans ces peintures. Donc, c'est un peu spéculatif. Merci beaucoup pour cette conférence que j'ai trouvée passionnante. Vous avez déjà un peu répondu à la question que j'avais, mais je me demandais, cette fameuse peinture de céramique, est-ce qu'elle est contemporaine des portraits? Est-ce qu'il y a des interprétations un peu plus poussées qui ont été proposées pour l'expliquer? Est-ce qu'on voit ça comme une sorte de revendication identitaire, ou est-ce qu'au contraire on voit ça comme quelque chose d'un peu naturel qui est arrivé dans ces décors? C'est aussi compliqué parce que, à nouveau, on ne sait pas si c'était vraiment là ou si on l'a inséré ou dans quel moment on l'a inséré, mais oui, on pourrait parler dans un sens de revendication en tout cas. Et surtout, je dirais, c'est pas à ce point-là, si on dit ces peintures sont du XVIIe ou même un peu après. Parce que vous voyez que cette partie-là, et après, je disais, en cette église en particulier, la Passion de Christ, c'est comme la première couche. Après, de l'autre côté, ici, à gauche, c'est où on a le dernier jugement. Et on a ça, et aussi la cacica, et cette partie-là. Donc, ça pourrait être une deuxième couche où il y a... Décidément, c'est très marqué la présence indigène, mais en même temps, ces communautés sont déjà très très christianisées. Donc peut-être c'est pas la revendication de l'identité dans le sens religieux qu'on pourrait le penser maintenant, mais plutôt culturel, qu'il y a des vêtements, des continuations, des objets qui sont là, qui sont présents quand même.
Te voy a hacer la pregunta en español. Perdóname porque no sé si he captado todos los detalles, así que igual mi pregunta no está bien dirigida. Pero me parece muy interesante esta iconografía que has enseñado de todos estos animales que nada tiene que ver con el lugar donde están representados, ¿no? Y has enseñado todas las fuentes de dónde viene esa iconografía y quería saber si sabías algo de la continuación de esa iconografía en el futuro. Y lo pregunto porque me suena una serie de tapices del siglo XVII que se llaman Las Indias. Es una serie francesa que se reproducía bastante tiene esta combinación muy curiosa. Yo creo que incluso hay un tigre, hay elefantes y se llaman Las Indias. Y quería saber si sabías algo de repetición de este tipo de iconografía a posteriori. Muy buena pregunta bueno, respondo en espagnol et je continue en français. Je pense que c'est une question très importante, que l'action c'est est-ce qu'il y a des continuités. Tu disais il y a un tapis du XVIIe qui a des images similaires des animaux des Indes orientales ou bien occidentales aussi. Je ne sais pas, c'est-à-dire j'ai pas tracé qu'est-ce qui se passe vraiment après. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, il y a un peu ce lien entre les Indes occidentales et les Indes orientales. C'est un peu cette confusion, mélange, mais évidemment, ce n'est pas une vraie confusion, mais c'est une manière de rajouter tous les deux. Donc, il y a des autres cas, pas exactement comme ça, mais j'aimerais savoir... du tapis spécifique dont tu parles. Sí, bueno, es una serie que se llama Las Indias, que es de gobelinos del siglo XVII. Yo creo que se basa en imágenes, en una pintura de deporte, puede ser. O sea, tampoco soy muy familiarizada con ella, pero hay una en Madrid y por eso me sonaba un poco esa imagen. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bonsoir et merci. C'est entre une réflexion et une question, et je m'excuse si jamais c'est un petit peu anachronique. Moi, je suis plutôt spécialiste de la fin du Moyen-Âge et des couronnes espagnoles, l'Espagne actuelle. Il y a des études à l'heure actuelle sur les plafonds peints dans l'ère méditerranéenne. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que sur ces plafonds peints qui sont en bois, on retrouve des discours également politiques finalement qui ne vont pas avoir nécessairement les mêmes finalités, mais qui sont construits d'une manière assez similaire et qui plus est, qui utilisent des livres comme source de motifs. Alors pour l'époque, ce sont principalement des marginalia. On a très longtemps pensé que c'était des choses un petit peu abstraites et on s'est rendu compte qu'il y avait véritablement un discours qui était complètement développé par les possesseurs de ces maisons, et pour moi ça fait un écho très fort avec ce que vous avez expliqué, et je me demandais si vous étiez déjà interrogé un petit peu sur la continuité, sur le fait qu'il peut y avoir des résonances justement, si ça se retrouve dans d'autres endroits. Je pose la question en ne le sachant pas du tout et en ayant conscience que des travaux qui ont été faits justement dans le bassin méditerranéen pour la fin du Moyen-Âge. Merci beaucoup, j'aimerais aussi beaucoup les voir. Je sais qu'il y a des styles qui se ressemblent. Et je trouve que la question de l'utilisation des livres, des sources, c'est très intéressant dans un autre contexte, parce que pour l'Amérique latine coloniale, on dit toujours « Ah, ce sont des copies, il n'y a pas d'imagination, ils n'ont pas de connaissances ». Donc, je trouve que voir des autres cas où il y a ce même rapport entre l'image imprimée ou un dessin, un manuscrit, et sa traduction dans une nouvelle invention comme ça serait très bien. Dans l'Amérique latine, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas de maisons privées qui est encore de la peinture murale. C'est très exceptionnel. Il y a la Casa Eldean en Puebla, Mexico, qui a il y a beaucoup de relations, on pourrait dire, dans un autre sens. C'est des autres thèmes plutôt pétrarchistes et aussi avec des triomphes de l'Antiquité. Mais
Je pense que ça nous dit qu'il y avait beaucoup plus de peinture murale dans les maisons privées, dans toute la région, simplement que ça ne survit pas. Ou peut-être on va retrouver après, mais le cas de Tunja, d'avoir 3 maisons, je n'ai pas montré la dernière, mais d'avoir 3 maisons très connectées visuellement avec les motifs, ça dit beaucoup sur les personnes qui étaient là, et je pense que ça nous montre qu'en fait c'était une pratique commune dans la région. Moi, j'ai aussi beaucoup apprécié le parallèle que vous avez fait avec les Wunderkammer et avec voilà, ce moment intellectuel et scientifique au tournant, à la même époque en Europe en fait, au tournant du XVIe et du XVIIe siècle. Et je me suis demandé d'ailleurs, j'imagine, que certains historiens de l'art, peut-être vous, se sont amusés à essayer de repérer dans ce décor les plantes et les fruits qui étaient donc indigènes versus peut-être des importations. Oui, c'est très intéressant parce que je n'ai pas parlé de ça, mais les espèces des animaux, elles sont surtout pas américaines. Par contre, les fruits, il y a une grande variété de fruits. Par exemple, ici, vous voyez une papaya, des grenades, un peu de tout, qu'on retrouve dans la zone tropicale de la Colombie. Donc, ce n'était même pas la zone où il y a ces peintures. C'était pas... Parce que, vous voyez, ça, c'est très haut, comme je disais avant, c'est plus de 2500 mètres. Et pour trouver les fruits qu'il y a ici, on doit descendre jusqu'à 1000 mètres. Donc, c'est intéressant. En tout cas, les fruits étaient américains, ça c'est sûr. Mais les animaux, pas. Donc, il y a cette question. Et par contre, l'armadillo, qu'on trouve beaucoup, ça c'est pas un armadillo, mais on pourrait dire, on trouve dans ce type d'image, on ne le retrouve pas tellement dans les peintures américaines. C'est plutôt un produit d'exportation pour représenter l'Amérique en dehors de l'Amérique. Donc, je pense que c'est une comparaison, c'est peut-être le cas contraire du collectionnisme de papier, mais qui fait, sa fonction est relier les différents continents sous l'Empire espagnol et comme je dis, je pense que se resituer dans un nouveau centre. Mais en faisant la reconnaissance de ces espèces locales qui étaient aussi des motifs qui étaient dans la littérature des voyages à l'époque, bien sûr. Par exemple, dans Fernández de Oviedo, toutes ces descriptions des espèces naturelles. Donc, c'est frappant qu'on a les fruits, mais pas les animaux. Donc, c'est une combinaison très particulière. Merci beaucoup pour votre intervention. Et donc, c'est un peu pour continuer cette question. Est-ce que dans cette volonté de créer un exotique commun avec ces références un peu asiatiques, des éléphants, des rhinocéros, on avait des Wunderkammer chez ces élites américaines? Est-ce qu'il y avait des collections, par exemple, de porcelaine, comme un peu en Europe pouvait être créé cet exotique comme il était collectionné? Ah oui, ça c'est très important parce qu'en plus des livres que j'ai mentionnés, on a des inventaires des bibliothèques, mais on a aussi parfois des inventaires des biens qui avaient des personnes de ce cercle. En fait, il y avait un des grands écrivains très connus de Tunja et Juan de Castellanos qui a écrit le poème plus long en espagnol de cette période pour être publié en Espagne. Et par exemple, on a son testament, donc il y a des testaments, des inventaires, et ça nous donne un peu une idée des objets qu'ils avaient, les peintures, par exemple de la, comment est-ce qu'on dit, seda, de la soie importée de la Chine et il donne des valeurs, donc on sait qu'est-ce qu'il valorise le plus. Et par exemple, les objets de la Chine sont très importants dans ce contexte. Donc c'est similaire dans un certain sens. Évidemment, ça c'est une période, comme je disais, très du commence de la période coloniale, mais quand on monte jusqu'au 18e, on a beaucoup plus d'informations et c'est pas tellement différent de ce qu'on trouverait, je ne sais pas, dans certains endroits en Espagne, des collections.
Alors, pour revenir à la question de tout à l'heure, ou à ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi, si j'ai bien compris, l'exemple de Tunja est exceptionnel. Non ? Alors, la question, ça serait pourquoi, à ton avis, il est exceptionnel ? Est-ce que, je ne sais pas, moi, en réfléchissant, bon, c'est peut-être des raisons de conservation, mais est-ce que c'est aussi qu'il s'est passé à Tunja quelque chose d'exceptionnel autour de figures, d'une figure ou de plusieurs figures, à ton avis ? Parce que ça peut être aussi... Est-ce que tu arrives à donc, dater plus ou moins les différentes maisons ? Est-ce que celle de Juan de Vargas, elle serait la première ? Il me semble que tu as cité l'inventaire et donc on connaît sa bibliothèque. Est-ce que ça serait lui finalement qui a créé par rivalité une dynamique de création à Tunja ? Et donc, si c'est vraiment exceptionnel, tu ne peux le comparer avec rien. Ça me semble... Donc, je sais à faire attention quand je dis que c'est exceptionnel, parce que à la fin, je pense que ça a à voir un peu avec la conservation, le fait qu'on ait trois maisons dans un endroit très, très proche les unes des autres, parce qu'elles étaient pendant, je pense que plusieurs centaines d'années, elles étaient couvertes. Donc ça, c'est une chose. Mais d'autre part, c'est vrai que, je dirais plutôt qu'exceptionnelles, sont très particulières, même si on peut trouver des exemples comparables, comme la Casa Eldean à Puebla. C'est différent parce que, bon, il y a plusieurs raisons de ceci, mais ce que je trouve, c'est qu'il y a quelque chose de très local dans le fait que ça se répète dans toutes les maisons. Donc il y a les mêmes animaux. C'est pas tout exactement également la même chose, mais il y a, par exemple, la disposition, c'est la même, certains motifs se répètent. Je pense qu'il y a des rivalités. Les dates. Alors, on pense que la maison de Juan de Vargas, c'est peut-être la première, ou en tout cas des cycles qui survivent. C'est la première, on le date utilisant en fait les dates des sources imprimées. Donc, on sait que ça doit être après 1587, après Arfe et Villafañe, ou après la circulation de Stradano. Et comme ça. On a un peu plus d'informations sur les autres maisons. En fait, il y a la maison de Juan de Castellana, je ne l'ai pas montré, il y a une date inscrite, 1626. Donc, il y a quelques raisons. Et oui, alors, ça ferait de 1590 jusqu'à 1620-25. C'est plus ou moins la date. On a aussi Juan de Castellanos, dans ses écrits, il mentionne la maison de Juan de Vargas. Donc, il y a plusieurs indices, des indices qui nous font voir qu'évidemment, il y a des connexions entre eux. Je pense qu'il y a une question de rivaliser et tout ça. Il y a un langage commun, même si ce n'est pas le même atelier. Peut-être c'est évidemment l'éléphant a regardé l'autre éléphant et ils ont refait dans ces domaines. Donc je pense que c'est particulier à Tunja. Mais c'est comparable peut-être visuellement à des autres mondes, mais c'est unique dans le sens de la manière où ils l'ont fait, où ils l'ont construit, ces compositions. Ça, on ne retrouve pas dans des autres lieux. Avec cette combinaison très particulière de ces animaux, avec ces organisations des motifs végétaux au milieu des motifs héraldiques, toute cette combinaison. D'accord. Alors, donc, en fait, si tu compares avec le cas de Puebla, la Casa Eldean de Puebla, c'est qu'en Colombie, tu n'as pas d'autres exemples même moins élaborés, même moins... Comment tu expliques ça ? Ouais. Il y a des traces, peut-être on pourrait dire, il y avait des lieux qui avaient évidemment, avaient des peintures, mais il n'y a que des traces. Dans plusieurs maisons, soit Tunja, soit Bogotá. Donc je ne sais pas, je retourne sur le fait que ça a été couvert beaucoup de temps. Peut-être il y a des autres lieux qui sont couverts et on ne sait pas. Après il y a des autres... Bon,
Les maisons qui ont survécu, qui sont ces maisons-là, la maison du fondateur, elle a survécu parce que c'est un lieu très important. Quand même, c'était les maisons les plus importantes jusqu'à certains points. Il y avait des autres qu'on a détruits ou bien elles sont devenues quelque chose d'autre. Donc, je ne sais pas. Peut-être au futur, on trouverait des autres peintures. Oui, alors, merci beaucoup pour la conférence, c'était vraiment passionnant. Moi, j'ai une petite question, un peu, je connais rien. Sur les parois latérales, est-ce qu'il y avait un décor est-ce qu'on sait s'il y avait des décors sur les parois latérales? Est-ce que le plafond a une dimension aussi symbolique particulière dans ces trois maisons? Voilà, comment un peu comprendre le choix du plafond, du toit et tout ce qui l'engage en fait. Donc, vous voyez dans cette image, en bas, où on voit qu'il y a des restes de peinture murale. Donc, il y avait quelque chose. Mais on revient à la question de la conservation. Ce qui est en bas n'a pas survécu. Peut-être il avait beaucoup plus, je pense. Vous voyez ici, dans cette image, on voit les frises autour de la chambre. Peut-être il y avait quelque chose même de la décoration architecturale peinte. Ou bien comme, oui, qui sont des textiles, ce type de choses comme ça. Donc, c'est un peu spéculatif, mais si vous voyez par exemple les peintures que je vous ai montrées dans les églises, dans la partie inférieure, on trouve que la décoration peinte est plutôt architecturale. Et en haut, on fait les scènes figuratives. Peut-être qu'ici, il y aurait quelque chose de similaire par rapport au fonctionnement de l'espace. Mais ce que je dis, c'est spéculatif. La chose, c'est qu'en fait, on trouve des marques, des restes comme ça, mais très peu. Donc, à nouveau, peut-être c'est parce que les plafonds étaient couverts jusqu'à il y a 50 ans, plus ou moins. Oui, et j'ai une autre petite question. Vous parlez d'extension, donc, et justement que ces décors se retrouveraient dans différentes localités en Amérique. Est-ce qu'on sait jusqu'où ça descend? Est-ce que, par exemple, dans le nord de l'Argentine, on peut retrouver ce type de décor aussi? Bon, question. Comme je disais, je connais de tout ce que j'ai cherché, je n'ai pas vu des exemples tellement élaborés. Peut-être, à nouveau, il y a quelques restes. Et ce que me dit que dans plusieurs endroits, même Cusco par exemple, vous voyez ça, c'est des parties intérieures de la maison du fondateur, c'est un peu partout. C'est simplement que ça n'a pas survécu. Mais quand on pense à l'architecture et les ornements, pas seulement la peinture, mais les ornements, reliefs, tout ça, ils sont partout et on les trouve dans plusieurs villes de l'Amérique latine. Donc l'ornement, c'était peint, c'est plus difficile que ça reste dans le temps, mais on voit aussi qu'il y avait des décorations similaires dans différents matériels, ça dépend où on est. Mais j'ai trouvé ça à Cusco aussi, les ornements, les portes sont très similaires. Donc on pourrait penser qu'il y avait il y avait quelques exemples similaires dedans. Oui. Merci. Je répète les remerciements pour cette très belle conférence, très intéressante. Moi, j'avais une petite question concernant les grands plafonds peints, donc de ces pièces qui ont l'air quand même assez importantes. Donc entre guillemets, ma question a deux pendants. Tout d'abord, savoir si donc ces grands appartements, on sait quelles étaient leurs utilités, si c'était des salles d'apparat, de cérémoniel, ou des salons beaucoup plus privés, mais quand même visibles pour un petit groupe d'intimes. Et aussi, moi, ce qui me questionnait, c'était parce qu'on voit souvent, surtout dans les trois maisons donc assez proches, que c'est des salons dont le décor du plafond est quand même assez obstrué par donc les grandes poutres de diaphragme qui
qui ont l'air de scinder l'espace. Est-ce que c'est des ajouts postérieurs ou est-ce qu'au contraire, elles auraient pu servir, parce que comme c'est pas un plafond qu'on peut contempler d'un coup entièrement, est-ce que ça n'inviterait pas aussi le spectateur à le regarder sous certains angles? On voit qu'ils sont ajourés, on voit que aussi dans certains cas on a un éclairage supplémentaire contemporain qui a été rajouté, donc avec un éclairage qui venait sûrement du sol, avec ces grandes pièces de bois ajourées. Est-ce qu'on n'avait pas des jeux de lumière, des jeux d'ombre qui en fait nous invitaient et invitaient le spectateur et potentiellement peut-être des représentants d'élites locales à être peut-être impressionnés par ces jeux? Oui, donc c'est très bon. Question un petit peu... Question et observation. Donc pour penser l'utilisation de ces espaces, donc je disais, ils sont dans tous les 3 cas, dans 2 cas, ils sont au premier étage, donc deuxième montée, une escalier. Dans la partie la plus grande de la maison, c'est évidemment un espace de réception, de ce qu'on sait de l'utilisation de ces espaces. Comme vous voyez ici, ils étaient très ouverts dedans. Ici, on est en train d'entrer dans la maison du fondateur jusqu'à la salle principale. Ça, c'est l'entrée, en fait, de la salle principale. Et après, il y a 2 petites chambres à côté. Il n'y a pas de documents sur cette maison en particulier, mais pour l'utilisation des autres maisons, c'est que c'était les espaces de réception publique. Donc, on pourrait imaginer que c'est un espace pour voir et se faire voir là-dedans. Pour ça, j'insistais un peu sur la question politique. Et en fait, j'ai parlé de ça hier dans un autre événement qu'on a eu, mais dans la 3e ou dernière partie du XVIe siècle, il y a beaucoup de tensions dans ces cercles d'Espagnols de première, déjà 2e génération, parce que la couronne espagnole, il y a des nouvelles lois sur comment faire légitime le mandat de ces personnes dans le territoire. Donc il y a des visites, des visitateurs qui viennent de l'Espagne pour voir, ça s'appelle la vue des yeux, voir avec les yeux, prouver qu'ils ont en fait le lignage noble pour pouvoir héréditer les terres. C'est la période où en Tunja, par exemple, parce qu'on parle de ce cas particulier, on commence à voir une grande production artistique, même pas seulement dans les maisons en général, de l'architecture, des sépulcres dans les églises. Ça devient presque une forme de prouver, de montrer que vraiment ils ont ces lignages. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de... Cette fois, j'ai parlé beaucoup de cette idée que c'est la continuation de l'Empire, c'est l'Empire que se voit en extension et qu'ils veulent se montrer par rapport à sa descendance espagnole et la continuation. Donc peut-être savoir avec ça, et ça nous fait penser que oui, ça aurait eu plusieurs personnes qui faisaient aussi des visites officielles. Donc, ce n'était pas seulement les locaux, mais aussi des personnes qui passaient par là pour voir que vraiment, ils avaient la légitimité. Donc, l'héraldique, tout ça, sûrement à voir avec ça. Et vous savez quelque chose sur les poutres? Non, parce que je ne l'avais pas beaucoup, je l'avais pas vu. Maintenant que Ruben le souligne, je trouve ça intéressant, mais si elles sont postérieures ou pas... En fait, non, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûre, moi non plus, parce que je pensais il n'y a pas des images sur comment c'était avant la restauration. Et la restauration n'a pas des documents. Donc, en vrai, je ne suis pas sûre. Alors, moi, j'ai une petite question sur l'église Dominique. C'est une église de Santo Domingo, c'est ça qui est à côté? Est-ce qu'il y avait des liens entre, forcément, si la maison était collée à l'église, est-ce qu'on fait des liens aussi sur est-ce qu'on retrouve en fait les... Alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de repeints en fait. Ce sont des édifices qui ont été
utilisés, donc il y a beaucoup de repas au-delà de ceux de la restauration, mais est-ce qu'il peut y avoir en fait la même main ou des liens qu'on peut faire entre ce qu'on trouve dans Santo Domingo et même du point de vue des commandes, du point de vue et même ce que tu disais tout à l'heure, peut-être que ce sont les ordres religieux qui ont aussi fait circuler des modèles. Est-ce que une piste pourrait être celle de voir à l'intérieur de l'ordre des dominicains, si c'est ceux qui étaient plus présents que d'autres Ou bien des autres aussi. Parce que si c'est ceux qui ont été... en fait, c'était l'ordre des dominicains qui s'est installé là pour j'imagine, pour l'évangélisation, en fait. Oui, mais il y avait aussi très tôt les franciscains, je montrais seulement un exemple, il y a plusieurs. Donc il y avait plusieurs ordres religieux dans Oui, mais c'est vrai que dans l'église dominicaine, c'est où il y a un peu de ces restes de la peinture grisaille, on retrouve la peinture grisaille comme quelque chose du 16e, très fragmenté dans plusieurs lieux, plusieurs endroits. Et je dirais que quelques exemples des frises dans ces maisons ici, peut-être ont quelque chose de ça, non? Parce qu'on le retrouve même à Tourmequet. Je ne sais pas si nécessairement les dominicains dans ce cas, mais ça je vais pas expliquer. Je ne sais pas si tu as remarqué, l'image qui est ici, c'est la Virgen de Chiquinquirá, qui est la première image miraculeuse de la Colombie, faite en 1563 à Tunja. En fait, là, on connaît très bien le nom du peintre, on a les contrats, tout ça. C'est la première fois qu'on voit l'image, une copie de l'image, la plus ancienne, c'est celle-ci. Et c'est intéressant parce qu'elle est à l'entrée de la grande salle. Donc, évidemment, il y a un lien ici avec les dominicains. Je ne sais pas si avec la peinture murale, les styles directement, mais en tout cas, entre l'Espagnol qui habitait ces maisons et qui faisait... et qui donnait de l'argent à les différentes églises. Je pense hier avec toi, on a vu aussi dans Santo Domingo, c'est où il y a le Angelino Medoro avec les patrons du 16e. Donc on voit beaucoup des familles qui sont en train de payer des sépulcres privés, de donner pour les décorations des églises. Donc il peut avoir de liens, mais on devrait rechercher très précisément sur toutes les possibilités. Oui. Oui. D'autres questions? Non? Ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup, Patricia. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous.